Bonsoir. La position du gouvernement sur le dossier Steve Amosu est désormais connue. Nous en parlerons sur ce premier numéro de la semaine de Actu et Débat. Nous évoquerons le plaidoyer des cadres de concertation des confessions religieuses pour la rélecture du code électoral et bien d'autres sujets encore. En studio pour les échanges, Alphonse Moïse Soudé et Jules Léandre Ketty. Chers invités, bonsoir. Bonsoir à vous, Bill. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Brice Bilaïtidi. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Aux commandes de cette émission, Patrice Bédia est à la mise en onde, prise de vue, Job Chikpe, présentation, Brice Bilaïtidi. À nouveau, bonsoir. Merci donc de vous installer. Dossier Steve Amosu, c'est bien sûr le premier sujet que nous abordons. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, s'est prononcé sur cette affaire. Julian Ketty, j'ai très envie de vous poser la toute première question. Vous avez suivi Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement. Enfin, pourra-t-on dire, puisqu'on a longtemps attendu la position du gouvernement sur cette affaire. Alors, pour vous répondre, moi, j'ai simplement envie de vous rappeler que il y a, je crois, 7 jours dans ce studio, je vous disais que ce qu'on considérait comme le silence du gouvernement sur cette affaire ne me posait aucun problème. Je suis d'accord que le gouvernement sortent pour rassurer les Béninois de ce que toutes les dispositions sont prises et vont continuer à être prises pour que la justice fasse son travail correctement, mais que ceux qui étaient les acteurs de premier rang qui devraient être entendus, eh bien, ce sont les acteurs de la justice. Et j'ai entendu le porte-parole du gouvernement qui a repris du boulot, donc dire que même si le gouvernement n'était pas en congé, eh bien, il n'était pas du devoir du gouvernement de s'empresser de se prononcer sur ce dossier à partir du moment où le gouvernement a la preuve que le dossier est entre les mains de la justice, de l'appareil judiciaire, et que ça se déroule normalement. Et quand on dit ça se déroule normalement, ça signifie que, comme je vous le disais il y a 7 jours, que Steve Amosu, notre compatriote, qui a été donc interpellé de la manière dont vous savez, en terre togolaise, bénéficie d'un procès équitable à tout point de vue. Et vous avez vu à la fin du débat, je crois, je vous disais, le seul point où il y a encore un flou et que les débats ou les actions de la justice béninoise devraient permettre d'élucider, eh bien, c'est la manière dont il a été, les conditions dans lesquelles et les méthodes avec lesquelles il a été interpellé en terre togolaise. Et je crois que, et ça n'a pas raté, c'est de ça que la justice béninoise, parallèlement à ce qui avait été enclenché et pour lequel rendez-vous a été donné le 7 octobre, c'est donc cet aspect-là de l'interpellation de Steve Amosu qui a été prise en charge et traité par la justice béninoise. La concordance, ce qu'on retrouve aujourd'hui entre les déclarations de la partie togolaise, donc du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, et ce qui se passe à Cotonou, la concordance c'est que il a établi que les conditions dans lesquelles Steve Amosu a été interpellé, ces conditions-là ne sont pas les conditions normales d'interpellation. Parce que ceux qui ont été cités par la partie togolaise, au moins 2 de ces personnes, ou 3, oui, de ces personnes-là, on a pu les voir devant la criette. 2 parmi ces personnes ont été condamnées, et c'est une 3e personne a été relaxée au bénéfice du doute, donc la justice n'ayant pas eu suffisamment d'éléments pour le condamner dans cette affaire. Et comme le porte-parole du gouvernement l'a rappelé au niveau devant la criette, celui qui devrait, dans les déclarations, devrait accabler ceux dont les noms ont été cités, Steve Amosu, n'a pas pu dire, oui, monsieur Wani Lofagla Médégan, puisque c'est lui qui cristallisait toutes les attentions, il n'a pas pu dire, je l'ai vu parmi ceux qui m'ont attrapé, il dit qu'il n'a pas été capable de dire, lui, il fait partie de ça, de ce groupe. Et la justice qui, indépendamment, pouvait encore faire ses enquêtes pour savoir si monsieur Fagla est dedans,
elle aussi n'a pas dit j'ai des éléments qui me permettent de condamner M. Fagla. Mais les éléments pour condamner les deux autres, je crois un certain Baguidi et un certain, j'oublie son nom, ils sont deux, qui ont été donc condamnés. Et ces éléments sont établis. Très bien, ces éléments sont établis. Et puis, Steve Amoussou était avec ses avocats. Donc, tout ça là, quand le porte-parole du gouvernement rappelle ça, je dis, moi, ça me conforte dans ma position que, vous savez, les grands ou les dépositaires de la doctrine juridique disent une chose, et je l'épouse, c'est que pour qu'une société ne vire pas à la barbarie, c'est encore l'appareil judiciaire qui permet de réguler les rapports entre les humains, les rapports entre les institutions. Et nous ne pouvions que nous confier à la justice, nous en remettre à la justice qui a fait son travail. Et puis, c'est Steve Amoussou et ses avocats qui ont réclamé donc même des dommages et intérêts à payer par ces ravisseurs ou ceux qui l'ont kidnappé, eh bien, et ces personnes ont été condamnées à des peines privatives de liberté et à des amendes à lui payer. On pouvait même dire en français facile que donc c'est la partie de Steve Amoussou qui a gagné ce procès, cette première partie du procès. Donc pour moi, le gouvernement est resté par le biais de son porte-parole, dans les limites, j'insistais là-dessus il y a 7 jours, que même si le gouvernement revenait et devrait se prononcer sur la question, que je souhaite vivement que le gouvernement reste dans les limites strictes qui sont les siennes, dans un état de séparation de pouvoir, pour permettre à la justice de continuer à faire son travail en toute responsabilité. Et donc, je pense que la sortie du porte-parole du gouvernement, pour moi, elle est venue à point nommé parce que reprendre du boulot et faire une sortie sans se prononcer sur cette question, ça allait ressembler à quelque chose de bien gros. Et d'ailleurs, les journalistes qui ont reçu Wilfried Léandre Oubedi auraient raté l'émission s'ils ne lui posaient pas de questions sur cette affaire. Mais je pense qu'il a été très habile, comme il l'a souvent été, parce que lorsque vous avez vos moyens de langage et vous avez la maîtrise, une bonne structuration du discours, vous faites des exercices comme ça, quoique délicats, et vous vous en sortez. Donc, pour moi, tous ceux qui souhaitaient que le gouvernement se prononce sur la question, eh bien, ils sont satisfaits. Vous pensez qu'ils sont satisfaits? Moïse Soudé en premier, il ne dira pas dans ce studio. On va l'écouter. Il doit dire tout au moins que sur le principe, il est satisfait que le gouvernement se soit prononcé. Parce que ce qui avait de pertinent dans ce qu'il disait, il disait que pour la population, pour la psychologie de l'opinion publique, ce n'est pas bien que le gouvernement ne dise rien. Voilà. Et là, le gouvernement s'est prononcé. Et au-delà du principe de se prononcer, le gouvernement a dit les choses et bien dit les choses dans les normes et dans les limites pour qu'il n'y ait pas interférence, il n'y ait pas ingérence dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Alphonse Moïse Soudé, Julien Kéti note votre satisfaction sur la sortie du gouvernement sur ce dossier-là. Non, j'avais réclamé que le gouvernement fasse sa sortie. Le porte-parole a parlé. Il y a un pas qui a été fait. Et ça, je l'avoue. Bon. Maintenant, est-ce que la sortie du porte-parole du gouvernement a fait avancer les débats? Moi, je suis d'accord qu'on dise qu'on laisse la justice régler le problème. Mais moi, j'ai des peurs. Il y a des choses qui ne sont pas bien comprises. Laquelle, par exemple? La justice devait nous établir le lien entre M. Fagla et celui qui l'a appelé au téléphone. Quel est le lien qui les lie pour qu'il l'appelle et pour que lui mette à leur disposition un flic pour qu'on conduise l'autre là à la BEF? Moi, je voudrais qu'on établisse ce lien-là. Parce que moi, il ne m'a pas appelé. Il n'a pas appelé Julien Kéti, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre, mais principalement, il a appelé M. Fagla. La justice devait établir les liens, parce qu'on n'appelle pas quelqu'un comme ça nuitamment. C'est quand même une autorité. On ne l'appelle pas nuitamment. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on nous établisse le lien qu'il y avait entre les deux là. La deuxième chose, on ne nous a pas donné l'identité de la quatrième personne qui se trouvait avec eux. Je crois que dans les déclarations des uns et des autres, on devrait a priori nous donner l'identité de la quatrième personne. Donc, il y a qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de flou à ce niveau-là. Mais je dis une chose, le porte-parole du gouvernement, dans sa déclaration, moi, c'est des détails qui m'intéressent. Parce qu'il dit le frère Mouvi a égratigné déjà, il a porté atteinte à la mémoire de certaines personnes, il a cité le feu professeur Humbo, il a cité un certain nombre de choses. Mais ceux-là qui se sentaient
malmenés. Ceux-là qui ont senti que leur honneur avait été entaché par quelqu'un. Moi, je ne sais pas si ceux-là, une fois, ils ont porté plainte contre X. Ça, c'est une deuxième chose. Il a trouvé qu'on a accusé le gouvernement, il y a eu des affabulations sur le gouvernement. Est-ce que le gouvernement, en temps normal, a saisi la justice pour porter plainte? Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il clarifie ces points d'ombre-là, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas avancé le débat. Parce qu'il y a que, par rapport au procès, s'il va Amoussou gagner 20 millions, tant mieux. Mais le puzzle n'est pas clair. On n'a pas compris. Le rôle de chacun devait établir ça. Parce que, j'ai dit, pour l'honneur de M. Fagla, on devait établir les liens. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est pas moi qui ai dit qu'on a appelé, notamment l'intéressé a dit, il dit, il m'a appelé 2 fois, 3 fois, j'ai dit, bon. Donc il faut qu'on sache qui sont ces éléments-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est vrai qu'il a dit, quand on fait du journalisme critique, on fait à visage découvert. Il a parlé des conséquences que lui, en tant que journaliste, il a subi, c'est vrai. Mais je dis, le gouvernement aurait pu aller très loin. Parce qu'on lui a posé une question par rapport au mandat d'arrêt qui court contre ces personnes-là. Qu'est-ce que le Bénin en fait? Moi, je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que le Bénin fait? Parce que quand on dit mandat d'arrêt, c'est pas forcément que vous devez interpeller les gens pour savoir quel est le rôle qu'ils ont joué dans ce dossier-là. On a vu quand on a demandé, le Bénin a demandé qu'on estrade l'opérateur économique Patrice Talon, la France a dit non, parce que compte tenu d'un certain nombre de principes, on a dit non, faisons la même chose pour montrer que le Bénin ne se reproche rien, parce que moi, quand il est sorti, je l'ai suivi, j'ai écouté plusieurs fois, je n'ai pas vu le débat avancer. C'est vrai qu'il est sorti pour rassurer les populations, comme quoi, si on ne parle pas, c'est pas que le dossier nous intéresse, mais une fois que le dossier est entre les mains. Parce que l'autre réalité, on a parlé d'un problème de 10 millions, un prêt. Moi, ça me pose un problème. Si je dois de l'argent à Gilles Kitty, il connaît les voies de recours. Si je lui dois et que je ne paye pas, il me convoque dans un commissariat en bonne et due forme. Et je prends l'engagement de m'acquitter de ma dette. Je fais un échéancier. On connaît les principes. Parce que moi, j'ai dit, quand on ne clarifie pas ces points d'ombre-là, on ne rassure pas les Béninois. Les Béninois ont besoin d'être rassurés pour dire par rapport à si mon cas arrive, je l'ai dit, si je dois à quelqu'un, ça veut dire que si je dois à quelqu'un, il peut envoyer des gros bras, débarquer dans mon boulot, me prendre, et puis bon, c'est comme ça, j'ai dit non. Quand on a arrêté Steve Amoussou à Lomé, par quelle alchimie on l'a remis à la police? Moi, je ne comprends pas. Oui. Est-ce que c'est la police qui a lancé un mandat contre lui pour qu'on l'arrête? Par quelle alchimie? Il y a ces coins d'ombre-là que le porte-parole du gouvernement n'a pas éclairé. Et deuxième chose, la police quelque part elle a interpellé. Je n'ai pas vu les responsables de la police sortir. Et depuis l'affaire de Steve Amoussou, après le procès, le procureur de la Criette n'a pas fait sa sortie. D'habitude, dans ces dossiers-là, ils font leur sortie, ils parlent, ils rassurent les uns les autres, ils donnent des éléments d'appréciation. Mais depuis lors, c'est silence radio. Moi, je ne comprends plus. Parce que si ces points d'ombre-là ne sont pas clarifiés, les gens vont se dire, mais attends, c'est comme dirait Gbagbo devant ses maïs. Au-delà de la sortie du porte-parole du gouvernement, vous auriez aimé que les autorités judiciaires sur ce sujet parlent. Quand vous suivez tous les grands procès qui sont passés à la Criette, le procureur spécial de la Criette, il fait des points de presse pour apporter la version juridique de la situation. Il explique et tout le monde comprend. Mais cette fois-ci, moi, j'ai attendu en vain la sortie. Je laisse même la sortie du gouvernement. J'ai attendu en vain la sortie du procureur spécial de la Criette pour nous dire réellement, parce qu'on on a écouté des gens, on a écouté les gens sur FBPV, on a des informations, mais malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle dans votre studio, personne n'est sorti pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que les Béninois se disent, mais est-ce que c'est Steve qui a porté plainte ou bien c'est l'État béninois qui s'est auto-saisi de la façon dont il a été enlevé? Moi, je ne comprends pas. Je voudrais bien, avec le respect que je dois au procureur spécial de la Criette, de faire une sortie et de mettre tous les Béninois au même niveau d'information. Ça ne coûte rien. D'accord.
Nous allons écouter le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngouedji, et nous revenons juste derrière au studio. Fagla a comparu devant la justice béninoise en étant inculpé au départ. Il n'était pas là comme témoin. Parce que comme son nom a été cité là-bas, comme les autres, il a comparu comme inculpé, s'il vous plaît. Donc, quelle autre démarche voudriez-vous que notre justice menât dans une circonstance pareille? Cherchez à élucider l'affaire. Interpeller tous ceux dont les noms étaient cités et qui sont appréhendables. Et donc, à l'arrivée, les débats en présence constante, aussi bien de la victime que de ses conseils, ont permis de mettre hors de cause M. Merigan Wanilo Fagla. L'économie de ce dossier, vous et moi, ne la connaissons pas. Il se trouve que l'intéressé est aux mains de la justice. La justice fait son travail. Elle a cherché à élucider les conditions dans lesquelles il a été appréhendé. Elle devait prononcer des décisions au regard des débats qui ont eu lieu. Elle a prononcé cette décision et elle a sanctionné les personnes mises en cause. Je crois que vous ne pouvez pas mieux attendre de la justice d'un pays et en particulier de notre justice dans un contexte comme celui-là. Je vous ai donné la position de principe du gouvernement qui fait que en l'état, il ne pouvait pas se mêler au dossier. Mais puisque vous évoquez le fait que M. Amoussou puisse être le frère Oumvi. On peut s'interroger sur justement le contenu de ces chroniques. J'ai lu, j'ai entendu parfois, c'est une question de liberté d'expression. Mais, chers amis, vous de la presse, et vous serez les premiers à le dire, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce qu'on veut, c'est le droit d'écrire et d'alléguer ce qu'on veut, mais c'est le devoir de prouver quand il faut prouver, sinon d'en assumer les conséquences. Un journaliste, un acteur de la société civile qui prend des positions, qui fait des déclarations et qui de bonne foi se trompe, on peut comprendre qu'il s'est trompé en exerçant sa liberté d'expression. Mais ici, le frère Oumvi, je ne sais pas si c'est lui, M. Amoussou, mais le frère Oumvi, puisqu'on en parle, chacun de nous a eu le temps de voir que ce n'était ni un journaliste, ni un acteur de la société civile, mais que c'était plutôt ce que moi j'appellerais un activiste politique. Le porte-parole du gouvernement à l'instant, Wilfried Léandre-Ngouedji. Julien Kitty, vous l'avez suivi, c'est une sortie qui laisse sur la fin, a estimé Alphonse Moïse Soudé. Vous partagez sa position? Non, pas du tout. Je ne partage pas la position de Alphonse Moïse Soudé parce que, j'insiste là-dessus une fois encore, le gouvernement, à travers son porte-parole, est resté dans les limites dans lesquelles il devrait rester. Je le disais avant, et je pense heureusement que le porte-parole du gouvernement est resté dans ses limites. Les informations, les compléments d'informations ou les clarifications que souhaite Moïse Soudé, c'est pas le gouvernement qui les donne, je suis désolé. Qui les donne. C'est au cours des débats au niveau du prétoire et toutes les parties étaient présentes. Par exemple, chercher à savoir pourquoi la quatrième personne qui aurait été du groupe qui est allé interpeller de façon maladroite et sans en avoir le pouvoir, Monsieur Steve Amoussou, on n'a pas cherché, lui, à dire son nom ou à l'identifier. C'est la justice qui en répond. Ce sont les juges qui jugent de la nécessité d'avoir telle ou telle information complémentaire avant de prononcer leur sentence. Alors, chercher à savoir comment la justice, la police béninoise a pu récupérer Steve Amoussou des mains de gens reconnus aujourd'hui comme n'ayant pas qualité pour aller faire une telle opération. Comment la police a pu récupérer cette personne? La même manière dont M. Moïse Soudé a eu des bribes d'informations pour savoir que les personnes là qui ont été condamnées ont appelé M. Fagla, mais de la même manière, pas ce même couloir pour ceux qui envoyaient quelques... Cela a été dit à la criette, cela a été dit quand il comparaissait. Je dis, c'est même le même jour à la criette, il a été dit comment M. Fagla a été appelé, ce qu'il a fait, pourquoi il a envoyé, justement il a été écouté lui-même. J'ai eu pas les mêmes manières, les mêmes canaux que vous, que M. Fagla a déclaré que celui qui l'a appelé, vous avez posé la question de savoir aussi quels sont les liens entre celui qui l'a appelé et lui. Il a dit clairement qu'il est responsable d'un club de sport dont celui-là est membre. Donc il le connaît. Et il reconnaît qu'il le connaît. Et que c'est à ce titre, c'est par rapport à ces rapports-là, que celui-là l'a appelé
pour lui dire qu'il est allé à Lomé pour une affaire privée que les gens ont raconté. Nous tous, chacun a eu son avis là-dessus, ses commentaires là-dessus. Mais quand il a appelé, il dit, lui, à l'heure là, Fagla a même dit qu'il était étonné qu'il appelle à l'heure là. Pourquoi il appelle à l'heure là pour lui dire un truc du genre? Et que quand il a dit qu'il était avec celui qu'ils sont allés chercher, et que lui, par rapport à ses rapports avec les unités de police ici, vous savez le poste que M. Fagla occupe. Donc il a un lien direct avec l'ex-OCRC. C'est des gens à qui donc il est habitué. Et il dit, ok, si c'est pour une affaire du genre, moi je ne peux pas faire autre chose que de te dire, allez le confier à la police pour que la police fasse son travail, pour qu'on comprenne ce qui a lieu de faire, constitue les responsabilités. Ça veut dire, ça a été dit également par M. Fagla. Même si le porte-parole du gouvernement revenait pour étayer tout ça et chercher à démontrer la pertinence de tout ça, il ne serait plus dans son rôle. Vous-même, vous l'avez dit il y a 7 jours ici, que le rôle qui est celui d'un gouvernement dans un régime de séparation de pouvoir, c'est de dire, est-ce que la population on va pouvoir trancher la question de qui est allé chercher Steve Amoussou? Pourquoi on est allé chercher Steve Amoussou? La manière dont on a cherché Steve Amoussou, est-ce que ça respecte les règles? Le simple fait qu'on ait condamné des gens, ça veut dire que la justice établit que la manière dont on a interpellé Steve Amoussou n'est pas normale. Que ceux qui sont allés l'interpeller n'avaient pas qualité pour aller le faire. Sinon, ils ne seraient jamais condamnés. Alors, si Steve Amoussou et ses conseils, ses avocats, n'étaient pas d'accord pour qu'on fasse ce procès-là de ces personnes, mais ils n'allaient pas... Vous êtes expérimenté, vous est arrivé de voir des procès où les avocats et leurs clients se sont comportés comme Jacques Vergès. Et ils ont dit, ils ont dénié le droit aux juges de connaître de leur affaire. Steve Amoussou pouvait dire, non, je ne parle pas, parce que je ne veux pas de ce procès-là de cette façon, tant que tous ceux que je veux ne sont pas présents. Le maître Baparapé, qui était l'avocat principal de Steve Amoussou, est allé jusqu'à demander 20 millions de dommages et intérêts. Lorsque vous demandez des dommages et intérêts et vous fixez le montant, vous demandez et vous souhaitez que de la réquisition à la sentence prononcée, que vous soyez entendu, ça veut dire que vous êtes d'accord pour être parti à ce procès. Et vous êtes d'accord, maintenant on peut rendre la décision, le juge peut rendre sa décision, il n'est pas obligé de suivre exactement ce que vous êtes en train de dire ou que le ministère public a donné comme réquisition. Et je crois que condamner des gens jusqu'à des peines d'emprisonnement ferme, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été sanctionné. Maintenant, quelqu'un peut dire, je ne suis pas satisfait, on aurait pu condamner plus lourdement. Et ça, c'est des débats qui ne tiennent pas un gouvernement. Donc, je pense que toutes les informations que Wilfried Léon Oumbédi devrait donner au nom du gouvernement, il les a données. On attendait de lui beaucoup plus sur le rôle régalien que l'État doit jouer. Est-ce que, si par exemple, on avait empêché l'avocat de Steve Amoussou d'être aux côtés de son client, si par exemple, Steve Amoussou avait dit à la barre que lui, quand on voulait le sortir de la prison pour venir à ce procès, qu'on ne lui a rien dit de ce qu'on veut dire, ou qu'on l'a pris Manu Militari et qu'il n'était pas d'accord pour parler, et qu'on a tenu ses mâchoires pour qu'il parle auprès de toi, on comprendrait qu'il y a des droits de Steve Amoussou qui ont été violés. Donc si Steve Amoussou et ses avocats ont accepté aller à ce procès-là, et que ça s'est passé jusqu'au bout, et que la sentence qui a été prononcée même en leur faveur, je pense que quel que soit ce qu'on pense de la justice béninoise, je répète, dans un pays normal, pour que la société ne tourne pas à la barbarie, c'est encore l'appareil judiciaire, qu'on en soit satisfait ou pas, qui fait la barrière et qui permet de réguler les relations entre les hommes. Maintenant, pour ces dossiers-là, à partir de maintenant, moi je considère que les choses marchent bien. Comment les choses marchent bien? L'aspect qui représentait un flou artistique pour nous est tranché. C'est-à-dire que le Bénin, la justice béninoise dit, par les informations que j'ai, certaines informations, et là pas les mêmes voies où on a eu ces bribes d'informations, on a eu des bribes d'informations faisant état de ce que le procureur spécial aussi a dit, qu'il a tenu compte des informations fournies par son collègue de Lomé, il a tenu compte des informations qu'il a eues au niveau de la police. Alors, autre question que Moïse posait tout à l'heure en disant, mais pourquoi
le procureur n'était pas sorti pour dire si ce qu'on reprochait à frère Onvi, comment il a su que c'est frère Onvi, comment il a accepté celui-là devant lui. Le procureur lui aussi, il a dit au cours des débats à la Criette, il a dit que quand on l'a saisi du dossier de celui-là qui a été confié à l'ex-OCRC, mais il a donné les instructions pour que celui-là soit présenté normalement par rapport au dossier dont on lui a parlé. Et que la manière dont les informations qu'il a eues également à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ou des gens, des personnalités connues quand même, aussi bien dans l'arène politique que dans la diaspora béninoise, des gens qui sont des adultes, qui ont une certaine autorité, qui disent celui-là c'est frère Onvi. Des gens qui sont censés être des proches des partisans de la même cause que frère Onvi, activiste politique. Donc le procureur spécial dit, il se dit, si c'est ça, ok, donc on va également sur le dossier frère Onvi par rapport à tout ce que frère Onvi disait des gens et entre autres chroniques dans lesquelles il y avait quand même des informations ou des accusations suffisamment graves qui nécessitaient justification. Maintenant, est-ce que les autorités ont porté plainte? Tous ceux qui sont visés par les chroniques de frère Onvi ont eu à porter plainte une fois? J'ai vu le porte-parole du gouvernement dans la mesure et dans un discours bien structuré qui dit encore, ce n'est pas à lui, porte-parole du gouvernement, de dire si des gens ont porté plainte devant la justice. Il a dit, le concernant lui personnellement, il a dit non, lui en acceptant ce poste de porte-parole du gouvernement, il sait qu'il avait fait sacrifice de son être et qu'on pouvait en dire tout ce qu'on veut. Et les autres qui ont été touchés, après avoir déploré ce que frère Onvi disait de ces personnes-là sans justification, et il le faisait à visage caché, il a donné son point de vue pour dire que lui n'aurait pas fait la même chose. La preuve, dans le passé, lui, il a démontré qu'on peut critiquer un gouvernement, apporter les preuves et sans être inquiété. Donc, de ce point de vue, pour moi, j'insiste, je persiste, le gouvernement, à travers son porte-parole, est resté dans les strictes limites dans lesquelles il devrait rester. Et j'en suis très satisfait. Aimé maintenant que les regards soient tournés vers la justice. Vers la justice. Et je partage légitimement la soif de Moïse Soudé et de bien d'autres compatriotes de voir par parallélisme des formes le procureur spécial nous servir une conférence de presse où sa déclaration complète sur les différentes étapes de déroulement de ce procès ou de ce dossier à plusieurs branches, ça nous permettrait d'être plus à l'aise, plus informés et que les bribes d'informations que nous avons eues, parce que les débats au niveau de la Criette ne sont pas filmés, ne sont pas retransmis en direct, donc si le procureur spécial sort comme il nous a habitués à sortir, et je vous disais la dernière fois, ce n'est pas une loi qui l'oblige à faire ses sorties, mais quand vous habituez des gens à des modes de fonctionnement sur des affaires sensibles, quand il y en a une de si sensible, légitimement, ils se disent, mais quand même, ils devraient pouvoir nous offrir ça encore. Et donc, je pense que la justice aussi fonctionne avec ses hauts et ses bas, et les aspirations du peuple, la justice est très très attentive à ça. Un procureur spécial, un procureur de la République, un juge, un policier, un commissaire, ils sont tous à l'écoute du peuple, et on ne fait pas un procès en se disant c'est simplement ce que les mises en cause ou les avocats ou les témoins déclarent là-bas, qui constitue l'exclusivité des informations à avoir. Non. Un juge peut écouter les réseaux sociaux, un juge peut écouter le débat que nous sommes en train de faire là et trouver des éléments dedans, peut appeler des gens parmi nous pour dire venez en tant que témoin me donner telle information ou de m'aider à éclairer ma religion, à me faire ma religion sur la question. Donc pour moi, chacun joue son rôle. Et le gouvernement, une fois encore, est resté dans ses couloirs. Merci. Vous voulez placer un mot très rapidement pour qu'on finisse sur le sujet? Non, je dis une chose, je reste tranquille, quoi. Je dis une chose. Le procureur spécial de la Criette a exploité certaines informations données par le procureur de Lomé. On est d'accord. Le procureur de Lomé a parlé de 4 personnes. Et le procureur de la Criette devrait, à partir de ces informations-là, identifier la 4e personne. Je ne dis pas au porte-parole du gouvernement d'identifier, je dis bien la justice.
devait identifier la quatrième personne. Oui. Et j'ai dit, écoutez, le dossier WAPCO, vous avez vu la célérité avec laquelle on a joué le dossier. Est-ce que je peux faire, parce que allez-y, Moïse. Donc, le procureur devrait sortir, nous donner des informations complémentaires par rapport à, est-ce que cette quatrième personne-là a été identifiée? Pourquoi il n'a pas été interpellé là-bas? Voilà les questions naïves que je pose. Voilà les questions naïves que je pose et qui méritent des réponses. C'est aussi simple que ça, parce que vous avez exploité les informations données par le procureur de Lomé. Il n'y a pas que les trois. On parle d'une quatrième personne dont on n'a pas voulu donner l'identité. Qu'on le fasse pour qu'on sache. Le procureur, il doit sortir pour nous dire par rapport à ça, quelle sera la suite du dossier? Parce que l'État togolais, le procureur de Lomé réclame à lancer mandat d'arrêt international. C'est un problème juridique. Je ne parle pas de porte-parole, mais je parle du droit. Donc il faut que notre procureur spécial de la Criette sorte et rassure les Béninois pour dire quelle sera la suite de ce dossier. Est-ce que ce que réclame Lomé, est-ce qu'on va donner satisfaction à Lomé? Qu'est-ce qui sera fait? C'est tout mon problème. Moi, je ne demande pas. Wilfried Ngozi, il n'est pas un flic, il n'est pas un juriste pour aller sur ce terrain, mais il y a un spécialiste dans le domaine qui a écouté les gens et la justice a tranché. Maintenant qu'on sorte, qu'on nous clarifie les choses simplement. Les points de... Oui, allez-y rapidement pour vous dire sur même le sort qui va être réservé au mandat d'arrêt lancé par le Togo, la justice togolaise, contre des compatriotes de béninois. Je pense que le porte-parole du gouvernement est allé sur ce point jusqu'à donner cette réponse. Il dit, si les mandats d'arrêt lancés par Lomé, si les autorités togolaises font les formalités qu'il faut et réclament ces béninois-là à l'État béninois, dans ce cadre-là, de la justice internationale, de la diplomatie entre les deux pays, Lomé fera ce qu'il doit faire et le Bénin va regarder au regard de sa loi, au regard de ses instruments internationaux également, et fera ce qu'il doit être fait pour que ça soit réglé entre les deux pays. Mais non, c'est encore la justice. Et là, je suis d'accord que si le procureur spécial sort, lui, son discours nous permettra de mieux comprendre ce genre de choses. Vous voyez, quand la réponse du porte-parole du gouvernement, il est bien obligé de dire, soit dit en passant, il n'est pas de l'appareil judiciaire, mais je sais que Wilfried Ngozi est juriste. Donc, il sait les mesures dans lesquelles il faut rester et le manteau de porte-parole du gouvernement qu'il porte l'oblige à avoir cette réserve-là de dire, est-ce que nous avons déjà la preuve maintenant que, au-delà de la déclaration du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Lomé, est-ce que nous avons déjà la preuve que l'État béninois a été saisi? Ce sont ces informations pour dire qu'il faut extrader ces personnes. Il a dit que nous sommes en train de parler du droit. Le droit veut également que, parce que le procureur de Lomé n'a pas dit ça, quelles sont les démarches qui sont menées au niveau de l'Interpol jusqu'à aujourd'hui? Vous et moi, nous ne savons pas. On ne le sait pas. Donc, Wilfried Ngozi, porte-parole du gouvernement béninois, dit, ok, tout est tracé dans ce cadre-là. Le Togo, c'est les volontés du Togo par rapport au Bénin seront exprimées par les voies qu'il faut, et le Bénin répondra à ces voies-là, à ces demandes-là, en tenant compte des éléments que le Bénin aussi a à sa disposition. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas, moi, ici maintenant, au-delà d'un souhait que chacun peut exprimer, et je respecte donc la position de Moïse là-dessus, on ne doit pas s'étonner que demain, ces personnes soient extradées ou ne le soient pas. Si le Bénin, si le Togo demande, dit, extrader ces personnes-là, envoyer ces 4 Béninois que vous supposez être donc les coupables dans ce dossier, envoyez-les en terre togolaise pour être jugés par la justice togolaise. La justice béninoise répondra à la justice togolaise pour dire si la demande est fondée, si elle est d'accord, justice béninoise, pour envoyer ces 4 Béninois là-bas. L'État béninois en ce moment sera impliqué parce qu'il s'agit de compatriotes. Qu'il faut pour extrader des gens, ça ne se joue pas que au niveau... Et lui-même, il a donné l'exemple tout à l'heure, que la justice béninoise avait demandé, par exemple, qu'on extrade en ce moment, M. Patrice Talon, pas le président, vers le Bénin. Là encore, c'est même un compatriote qu'on demande. Mais la justice française a dit, non, les conditions ne sont pas remplies pour... Donc, attendons
que ces genres de choses nous soient dites clairement, qu'on a saisi l'État béninois pour dire qu'il faut faire. Parce que c'est une déclaration que le procureur de Lomé a dit. Oui. Lomé a saisi. Très bien. Maintenant, si la justice togolaise, c'est vous qui imposez que nous fassions comme en classe où chaque élève parle, l'autre ne doit rien dire devant, alors que vous avez plus de temps d'antenne que moi. Je n'ai pas parlé. Vous avez plus de temps d'antenne que moi. Je ne suis pas chargé de distinguer. Vous savez, moi, parfois, j'écoute les gens, parfois, quand nos compatriotes qui sont de la diaspora parlent, on trouve qu'ils font de la fabulation, des déclarations mensongères. Mais je suis surpris que cette fois-ci, que l'on prenne la parole de Rodriguez pour parole d'évangile. Ça m'étonne. Donc parfois, quand ça n'arrange pas, on trouve que c'est de la fabulation, on trouve que c'est des contre-vérités, on trouve que c'est des ennemis du peuple. Mais parfois, on exploite encore les déclarations de ces mêmes personnes-là, on les prend pour parole d'évangile. Faisons attention. Ok, on va passer à un autre sujet. Maintenant, le bureau exécutif du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin s'est récemment prononcé sur la situation socio- et politique et économique du pays et a plaidé pour la rélecture consensuelle du code électoral pour des élections générales libres, transparentes et inclusives en 2026. Un énième appel à Moïse à la rélecture du code. Oui, je me rappelle qu'au lendemain de vote de ce code-là sur la télévision nationale, j'avais déjà dit, j'ai répété ça plusieurs fois. Si on ne révise pas qu'on appelle ce code-là avant 2026, forcément, quand vous lisez les dispositions, même ceux qui sont de la mouvance, qui vont refuser d'accompagner le candidat désigné par la mouvance. Parce qu'il faut voir la chronologie, il faut voir la façon dont on va déposer les dossiers pour les différentes élections. Donc si je suis député, par exemple, je refuse de parrainer le candidat indiqué par mon parti, parce que c'est ce qui est retenu dans la loi. C'est-à-dire que vous donnez votre parrainage au candidat indiqué par votre parti. Ça veut dire que si vous n'accédez pas à cette requête-là, ce n'est pas évident que par la suite, vous ayez votre nom sur la liste. Et tel que c'est fait, si on ne corrige pas, on va se retrouver en 2026 avec un parlement monocolore. Et ça va poser des problèmes. Et je crois que les confessions religieuses, c'est leur rôle de faire un plaidoyer en direction, pas de l'exécutif, mais en direction du Parlement, pour que le Parlement puisse revoir les tests, mais il faut que les hommes politiques aussi fassent un lobbying, parce que nous avons vu les codes d'ici avec certificat qu'on appelle de conformité, tout ça là, ça a posé problème. On ne souhaiterait plus ça. Donc il faudrait que déjà, parce que moi j'ai dit, il ne faut pas attendre 2025 ou à quelques jours des élections pour commencer, parce qu'il est dit que 6 mois avant les élections, on ne peut plus toucher aux tests. Donc il faut déjà que maintenant, société civile, hommes politiques, on se retrouve pour dire par rapport à ce nouveau code-là, quelles sont les dispositions qui peuvent poser problème. On va s'asseoir, on étudie, la loi peut être corrigée, elle est corrigible d'ailleurs, parce que je voudrais qu'on écoute tout cela. Ça ne date pas de les cris de cœur ne datent pas de maintenant, c'est au lendemain du vote. Et depuis lors, je n'ai pas vu les gens de la mouvance parler du code, le police et LD, ils en ont parlé, se sont tus. On ne devrait pas se taire, parce que la société civile a pris maintenant les taureaux par les cornes. Je voudrais que la société politique, si vous permettez l'expression, écoute les doléances de la société civile pour voir dans quelle mesure on peut corriger un certain nombre de dispositions. Jules, quelle lecture vous faites de cette déclaration du cadre des confessions du cadre de concertation des confessions religieuses qui ont appelé à la rélecture du code, appelé le chef de l'État à se pencher véritablement sur les sujets qui fâchent, chômage des jeunes, cherté de la vie, libération des prisonniers politiques. Lorsque nous avons une opposition tranchée dans la vie active, dans nos milieux professionnels, dans le milieu politique, les vendredis, les musulmans vont à la mosquée, le dimanche, les chrétiens sont à l'église. Qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher la paix du cœur, la paix entre nous. Au cours de la messe, d'ailleurs, à un moment donné, on se serre la main pour dire on se donne la paix et nous recherchons le réarmement moral et spirituel. Qu'est-ce que nous recherchons? La cohésion. Et donc, les confessions religieuses,
toutes les fois qu'elles ont l'impression que quelque chose va diviser les concitoyens, les frères et sœurs béninois, que quelque chose fait mal à une frange de la population, eh bien, elles attirent l'attention des acteurs politiques, les acteurs institutionnels là-dessus. C'est leur rôle. Eh bien, après, ça se limite là. Ça se limite à ce niveau. Je suis content qu'ils puissent interpeller les autorités sur le chômage des jeunes. Les autorités béninoises travaillent tous les jours à réduire les frontières du chômage, à donner possibilité à des Béninois de sortir de l'oisiveté et de la précarité. Mais il y en a toujours. J'ai appris la dernière fois que pour recruter autour de 150 agents pour les impôts, il y avait plus de 14 000 candidats. Ça veut dire qu'il y a des Béninois qui n'ont pas l'emploi et ils ne sont pas en nombre très 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 réduit. Et tant qu'il reste donc du travail à faire, un gouvernement, c'est bon que la société civile, les confessions religieuses, continuent de lui mettre la pression. Même si ce gouvernement fait déjà beaucoup, et les dirigeants qui sont là ont reçu mandat pour faire plus pour nous, Béninois. Donc, nous continuons tout en priant pour eux, tout en les accompagnant. Nous insistons pour dire qu'ils n'ont qu'à faire davantage. Donc, carrément, nous leur donnons l'insomnie. Et ceux qui nous dirigent aujourd'hui, j'estime qu'ils se comportent comme des gens qui savent travailler sous pression, qui savent se taper des nuits blanches pour réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire. Lorsqu'on parle du code électoral, que le cadre de concertation des confessions religieuses demande à réviser, vous comprenez que ces cas de concertation, ces membres-là du cas de concertation des confessions religieuses ne sont pas qualifiés pour dire précisément qu'est-ce qu'il faut changer techniquement, qu'est-ce que ça va donner politiquement. Donc, un peu, ces religieux collectent des informations auprès des acteurs politiques de divers bords et de quelques spécialistes qui leur disent, bon voilà, il faut demander à ce qu'on se pense là-dessus. Donc, pour moi, ils sont dans leur rôle, mais je constate que moi, et c'est souvent cette ligne d'analyse-là sur laquelle parfois certains ne me comprennent pas moi. Lorsque vous me posez un problème, les questions basiques que je me pose, est-ce que celui qui me pose le problème, au-delà de son légitime droit de dire « Ah, ça fait mal, ça pourrait faire mal, ça pourrait créer des problèmes », est-ce qu'il est celui qui est qualifié pour maintenant dire précisément ce qu'il faut changer et pourquoi? Est-ce qu'on s'adresse à ceux qui doivent changer? C'est pourquoi Moïse dit on devrait s'adresser au Parlement. Voilà que le code électoral qui est là a été adopté par le Parlement qui est là maintenant. Et l'adoption d'une loi au Parlement, aucune loi ne dit, aucun texte ne dit que ça doit être à l'unanimité que cela doit se faire. Que vous lisiez la Constitution, que vous lisiez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'a jamais été question de l'obligation d'un vote à l'unanimité de tous les députés avant que cette loi ne soit considérée comme votée et envoyée au contrôle de constitutionnalité, voire à la promulgation. Maintenant, les mêmes députés qui ont voté une loi sont capables de revenir en regardant les voies de correction éventuelles ou de reprise de relecture que les textes prévoient pour le faire. Si les députés béninois aujourd'hui, ils sont 109 actuellement, s'ils décident de retourner à l'hémicycle pour revoir le code électoral, ils vont le revoir dans le sens qu'ils veulent. Mais quand ils vont le revoir et ils vont pouvoir le voter dans les proportions qu'il faut pour que ce soit validé, mais vous et moi, on va s'en tenir à ça. Si c'est promulgué, on part. Mais si les députés qui sont là, qui sont des élus du peuple, qui sont censés être à l'écoute du peuple, ils écoutent tout ce qui se dit. S'ils estiment jusque-là que dans la majorité qualifiée pour réviser, ils ne le font pas. Moi, j'ai l'impression que le débat se fait là où il ne doit pas se faire. Ah bon? Oui, parce que nous sommes en train d'aller vers 2026. C'est le rendez-vous, le carrefour auquel on va vraiment
expérimenter ce code qui le est débat en vigueur aujourd'hui. devra se faire où, selon vous? Non, le débat, comme on le dit là, le Parlement, c'est vraiment la représentation nationale. Et je ne vois pas suffisamment de gens envoyer des picots ou bien des interpellations aux députés. Je ne vois pas suffisamment de débats à l'Assemblée nationale que les députés, dans leur grande majorité, acceptent faire sur cette question-là. Et donc, je me dis que les députés qui ont donc voté ce code estiment que c'est ce code qui est bon pour nous dans le pays actuellement. Mais chaque citoyen béninois a la liberté de dire ce qu'il pense de ce code et d'utiliser tous les moyens légaux dont il dispose pour faire pression. C'est un code apparemment qui a battu le record des contestations, même sans être mis à l'épreuve. Voilà, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce code-là a été voté par la majorité des députés? C'est-à-dire, si on fait de l'arithmétique, on me dira c'est parce qu'il y a plus de députés de la majorité présidentielle au Parlement que d'opposants. Est-ce que vous appréciez à juste titre cette sortie du cadre de concertation? Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Oui, dans leur rôle. Cet appel sera entendu? À ça, je ne peux pas répondre à cette question. Leur appel, quand ils finissent de dire, si vous ne revoyez pas ce code par rapport à certains aspects qui pourraient ne pas vous mettre d'accord, vous, acteurs politiques, ça pourrait mettre à mal notre vivre ensemble. Mais les religieux sont dans leur rôle que de dire ça. Mais il ne faut pas que eux, ils veuillent faire à la place des acteurs politiques, à la place des députés, à la place des acteurs institutionnels. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a eu par le passé un débat où des confessions religieuses ont voulu se donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont au regard de l'arsenal juridique qui gouverne les opérations électorales, les opérations politiques dans notre pays. Donc pour moi, qu'une confession religieuse ou des cas de constatation de confession religieuse disent pensez-vous sur ce qui fait mal aux populations. La preuve, ils n'ont pas cité que le code électoral. Ils ont dit chômage, n'est-ce pas? C'est intéressant. Les sujets qui fâchent. Voilà, donc les sujets qui fâchent. Est-ce qu'il va changer avec cet énième appel à la rélecture? Et est-ce que cet appel sera entendu? Juliandre a dit qu'il n'en sait rien. Le cas de concertation des confessions religieuses fait partie de la société civile. Et vous et moi, nous connaissons le rôle joué par la société civile. Ne touche pas ma constitution, mercredi rouge, ainsi de suite. Nous savons quel rôle et quel impact les actions de la société civile a sur la politique béninoise. Donc aujourd'hui, c'est leur rôle. La société civile a le rôle de veille citoyenne pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Vous avez vu, quand l'Église catholique a fait son colloque, il y a des spécialistes qu'on a invités pour parler du code, pour parler de beaucoup de choses. Et à la fin, ils ont sorti une plaquette. Donc je voudrais, les hommes politiques ne vont pas tout le temps rester sous à cet appel-là. Parce que quand on a voté, moi j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas convaincu que tous ceux qui ont voté ce code-là maîtrisent le contenu du code. Ce n'est pas une insulte que je le fais. Je ne le fais pas une insulte, mais je dis, est-ce que réellement, après avoir voté le code, chacun d'eux s'est retrouvé chez lui et a pris le code et a lu du premier article jusqu'au dernier pour voir ce que j'ai voté là? Qu'est-ce que ça implique? C'est ça la vraie question. Est-ce que après avoir voté, parce que moi c'est comme quand je finis une émission, quand on diffuse l'émission, je reviens sur l'émission. Est-ce que les députés, que ce soit dans les groupes parlementaires, dans les 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont relu le test? Est-ce qu'on a relu le test? Est-ce qu'on a revu les dispositions pour savoir, attention, là où nous allons là, c'est pas bon, parce que c'est ce travail-là qu'il faut faire, parce que j'ai l'impression que quand on a voté le code, basta, le code a été voté, puis on passe à autre chose là. Il faut que chaque député, les 109 députés, ils ont l'obligation d'avoir un cabinet. S'ils ne sont pas des juristes, ils peuvent faire appel à des spécialistes pour qu'on leur explique de l'article 1er jusqu'au dernier les implications de ces nouvelles dispositions-là. C'est ce qu'on leur demande. Et peut-être, quand on va leur expliquer, je laisse l'influence politique, parce que le droit, c'est le droit. On va l'expliquer. Article 1, voilà les implications. Article 2, article 3, 40, ainsi de suite. Je voudrais que les partis politiques fassent cet exercice-là. On verra si, quelque part, ils ne rejoignent pas les aspirations de la société civile. Parce que la société civile, qu'est-ce qu'on veut? Élections transparentes, libre et transparente, la paix, la fraternité. Parce que ce que nous ne comprenons pas, dans les différentes confessions religieuses, tous les camps politiques se retrouvent.
à l'église, à la mosquée. Et vous savez très bien que à un moment donné, toujours, moi je suis heureux même qu'aujourd'hui, le cas de concertation des confessions religieuses se soit entendu par rapport à ça. Qu'il vous souvienne qu'au lendemain du colloque de l'église catholique, les églises protestantes se sont réunies pour trouver que le code n'avait aucun problème, que c'était le meilleur code que nous avions. Aujourd'hui, si tout cela se met ensemble pour trouver qu'il y a des anicroches dans ce code-là et qu'il faudrait corriger le plus tôt possible, bah ça c'est le Bénin qui gagne. Le Bénin qui gagne. Donc, je ne souhaiterais pas que les hommes politiques se disent mais ceux-là qu'est-ce qu'ils racontent, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs fidèles. Non, les fidèles font partie de la société. Les fidèles font partie des votants. Les fidèles font partie de ceux qui bénéficient des avantages comme des inconvénients de tout ce qui se passe dans la société. Donc, on ne peut pas interdire à ceux-là de se prononcer. On devrait, a priori, les écouter. Moi, je demande vivement qu'on les écoute et qu'on prenne en considération les propositions qu'ils ont faites ou bien les craintes qu'ils expriment pour que nous puissions dire un jour. Parce que si tout le monde se tait, c'est qu'on va se rendre compte que tout le monde s'est tué. Et puis bon, comme dirait Sarkozy, je les ai tous niqués. Très rapidement. Oui, moi je précise une chose et j'attire encore l'attention là-dessus. Quand vous prenez le code électoral, le nouveau code électoral, voyez, ce dont ce code peut éprouver les capacités politiques, c'est aussi bien les acteurs politiques de l'opposition que de la mouvance présidentielle. J'ai eu à dire que ce code-là fait que chaque acteur politique aujourd'hui ne pourra plus dormir la nuit correctement parce qu'il faut aller travailler par exemple, dans toutes les circonscriptions électorales comme des fous. Alors, donc, si c'est un code qui demande des efforts plus forts, plus grands à tous les acteurs, toutes tendances confondues, ça veut dire que si les acteurs politiques à l'Assemblée nationale sentent le besoin de se réunir pour dire mais ça va nous donner plus d'efforts ou bien nous nous sentons à la fin en difficulté pour l'appliquer, ils iront encore à un consensus. Il y a la diplomatie parlementaire qui peut les amener à faire ça. Mais s'ils ne le font pas, et moi, je pense que les confessions religieuses vont dire ce qu'elles doivent dire. Après, les acteurs politiques, ils ont leurs intérêts. Ils savent pourquoi c'est ce code-là ils ont adopté. Et on verra bien à l'application. Si on change, moi, béninois, je prendrai acte de ce qui a été changé. Si ça ne change pas, je prendrai acte de ce que les acteurs politiques surtout représentés à l'Assemblée nationale, n'ont pas estimé que c'est nécessaire de... Et on va l'appliquer, on verra bien ce que ça va donner. On a eu d'autres codes. Merci à vous, Jules-Léandre Kéti, consultant média sur Actu et Débat de ce lundi. Merci également à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, et en face de vous, que nous avons reçu dans ce studio. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci également à vous, chers auditeurs, à l'autre bout de cette communication. On se retrouve jeudi prochain.